Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review. Hop, je vais juste éteindre cet écran-là. Voilà. Alors. J'espère que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. D'ailleurs, merci à Pierre d'avoir rameuté les commentaires qui n'étaient pas sous mon post. Hein. Pensez bien à... C'est plus facile pour moi si vous mettez les actions que vous voulez que j'analyse ou si vous posez vos questions directement sous le post que je fais pour la review. Je vous coupe rapidement. Ce que vous allez voir là, c'est une des reviews qu'on fait chaque semaine sur le Patreon. Donc pour rappel, sur le Club des investisseurs rationnels, vous allez retrouver l'accès à la communauté, vous allez pouvoir échanger avec la communauté. Ces derniers temps, c'était plutôt rassurant avec le flash crash qu'on a eu. C'était plutôt rassurant finalement d'être entouré de cette communauté-là, parce qu'on a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et donc pour les investisseurs un petit peu débutants, c'est toujours rassurant de pouvoir poser ses questions, parler de ses inquiétudes. Vous avez aussi à disponibilité l'actualisation, le suivi de mes portefeuilles avec mes ordres d'achat, mes ordres de vente. Il y a aussi d'autres membres de la communauté qui partagent leurs ordres d'achat ou de vente. Vous avez évidemment toutes mes formations, donc que ce soit sur l'analyse fondamentale ou sur l'analyse technique, sur l'analyse globale des marchés, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à le faire, vous avez le lien en description. Je voulais aussi, encore une fois, vous remercier, on est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, et puis surtout à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail. J'ai mis une date, je crois que c'est Serge qui m'a demandé de dater, donc effectivement, je date maintenant. Donc généralement, je vous laisse jusqu'au dimanche minuit, et puis je fais la vidéo le lundi. Ça va peut-être changer à la rentrée, on verra. Mais pour l'instant, on va essayer de fonctionner comme ça. Il y a des fois où j'ai des petits couacs, donc ça sort le mardi, mais enfin voilà, vous savez que généralement, fin de semaine, je vous pose la question, et début de semaine, vous avez la vidéo. Alors, Monster. Effectivement, je crois que je me demande si elle a pas baissé Monster récemment. Monster, hein, en termes de ratio financier, elle a de bons ratios. Là, vous voyez qu'on passe en tendance baissière sur Monster, c'est-à-dire qu'on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. On va illustrer ça rapidement. Hein. Donc j'ai une tendance baissière, hein, elle est illustrée par des plus hauts qui sont de plus en plus bas, mais aussi des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc hop, là c'est ce que vous pouvez voir là. On a à chaque fois des plus bas qui sont de plus en plus bas. On peut former un canal. Alors pour les canals, personnellement, enfin, ça dépend, mais là je vais utiliser la tendance de régression. Donc je sélectionne mon point le plus haut, mais aussi mon plus haut le plus bas. Et puis ensuite, voilà, on sélectionne le plus bas. Et vous voyez, on a une à peu près approximativement définition de tendance baissière. Donc voilà, c'est une tendance qui pourrait évidemment continuer, hein, qui pourrait, tant qu'on n'a pas finalement cassé la résistance et qu'on n'a pas repris une tendance baissière, qu'on n'est pas retourné sur des niveaux en termes de RSI qui sont haussiers, et ben cette tendance baissière elle va continuer. Donc personnellement, j'aime pas forcément investir en tendance baissière, je préfère investir en tendance haussière ou sur des retournements. En termes de zone, non, pardon, hop, en termes de zone, vous voyez que là, on est venu tester un order block acheteur. Cet order block acheteur, il peut passer en order block vendeur à partir du moment où on va le casser. Pour l'instant, il reste acheteur. Donc voilà. Pour l'instant, on est sur une tendance baissière. Effectivement, on a testé un niveau de distribution plutôt acheteur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller casser ce niveau-là par la suite. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à la valorisation, aux fondamentaux, si c'est une bonne entreprise et qu'elle a effectivement une valorisation qui semble un petit peu dérisoire, avec des perspectives de rendement qui sont bons, là, effectivement, on va pouvoir commencer à réfléchir. Donc, on va... Bon, Monster, tout le
tout le monde connaît, mais on peut effectivement aller voir un peu. Hop, Monster Beverage. Ok, alors, on va aller dans Société, effectivement. Je pense que tout le monde connaît à peu près la marque Monster, boisson énergétique. Mais c'est pas la seule marque que possède finalement la société. Ils vendent aussi des boissons alcoolisées, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est 1,6% du chiffre d'affaires, donc c'est dérisoire. En revanche, les boissons énergétiques, c'est 98% du chiffre d'affaires, avec Monster. Bon, je connais pas trop les autres marques. Personnellement, je connais Monster parce que dans le milieu du sport, dans le milieu du sport automobile notamment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup revenir. Donc voilà. Voilà. C'est une marque, enfin c'est une société qui possède des marques de boissons énergétiques. Globalement, on pourrait résumer ça comme ça. Alors, vous voyez qu'en termes de notation, c'est plutôt mitigé. On est sur un 96 sur 100 avec une très bonne notation sur GreenFocus. Et si on regarde sur Zone Bourse, bon, on a de très bons fondamentaux. En revanche, le reste, il est plutôt moyennement noté, surtout en termes de visibilité. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aller définir un petit peu sur GreenFocus. Globalement, alors je connais pas trop ses concurrents directs, mais on pourrait mettre Red Bull. Je sais pas si Red Bull est coté, mais ce serait intéressant, pourquoi pas de comparer à Red Bull. Est-ce que Red Bull est coté? Si oui, sur quelle société? Je ne sais pas. Si vous me mettez ça en commentaire, je vous ferai la petite comparaison en commentaire de la vidéo, si ça vous intéresse. Alors, globalement, vous voyez qu'on a une très bonne rentabilité, hein, tout est au vert. En revanche, historiquement, on est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu connaître, notamment en termes de marge et de retour sur les capitaux investis. Ça peut expliquer la baisse aussi de l'entreprise. Ça peut expliquer la baisse. Donc, il faudrait qu'on puisse aller analyser un petit peu tout ça. Alors, ok. En termes de graphique. Alors, ce qui pose problème, vous voyez, c'est globalement l'année 2022. Hein. Donc, sur l'exercice publié en 2023, effectivement, on a une grosse baisse et c'est une baisse qui dure depuis le Covid, voire un petit peu avant. Donc, ça inquiète un petit peu. Et vous voyez que là, on est en train de repartir un petit peu à la hausse. Donc, potentiellement, des efforts qui sont faits vis-à-vis de la rentabilité sur Monster. Donc, ça, c'est plutôt positif. En termes de valorisation, on a un PEG de 3,33, ce qui me paraît un petit peu élevé. Un PI ratio de 28. Historiquement, la moyenne est à 37, donc ça va. Par contre, le PEG est moyen. Donc, potentiellement, des perspectives de croissance qui sont un peu ralenties, avec environ 10% de croissance anticipée. Voilà, en termes de santé financière, on n'a que du cash, donc très positif, ça, j'adore. On a une belle croissance du revenu annuel, ça j'aime beaucoup aussi. On a une bonne rentabilité des capitaux investis, à hauteur de 23%, hein, si on compare le WACC, donc le coût finalement des capitaux par rapport à leur retour sur investissement si vous voulez. On n'a pas de dividende, donc potentiellement une société plutôt de croissance, donc ce qui explique qu'elle soit bien valorisée. Donc on va essayer d'aller la chercher sur des niveaux de valorisation qui sont raisonnables. Vu que c'est une entreprise de croissance, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Le capex, rien à dire, hein, par rapport au free cash flow. Vous voyez que c'est une petite partie du free cash flow qui va dans le capex, donc ça c'est plutôt très positif. Et puis on arrive à bien augmenter notre cash. Donc pour tous ces ratios-là, c'est très positif. Maintenant, il va falloir se poser des questions en termes de conjoncture, en termes d'économie. C'est pas une société qui aura des soucis avec les taux d'intérêt, parce que c'est une société. D'ailleurs, je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Je vais me prendre une petite feuille et un petit stylo, et puis je vais noter à chaque fois les timers pour les entreprises qu'on analyse. Mais voilà, c'est pas une société qui aura un souci avec l'augmentation des taux d'intérêt parce que c'est pas une société qui emprunte. Donc ça c'est plutôt positif. Par contre, effectivement, je pense que les résultats n'ont pas dû être exceptionnels. Il faut lire les résultats hein, parce que on a une petite tendance baissière qui commence à se former. Mais on arrive sur des niveaux de valo d'après GuruFocus qui commence à être intéressant. Et puis si on pouvait baisser un petit peu le PEG, parce que personnellement, j'aurais plus tendance à prendre en compte là, ici, le PEG plutôt que le PI ratio. Vous voyez que le PI ratio est bien inférieur à l'historique. En revanche, le PEG, il est à peu près égal à ce qui se fait historiquement.
voire même on est au-dessus. Hein. Vous voyez que la médiane est à 2,51, on est à 3,33. Donc j'aimerais bien qu'on retourne à des niveaux au moins autour de 2, personnellement, pour pouvoir rentrer. Après, c'est une entreprise de croissance. Les entreprises de croissance, généralement, elles sont assez bien valorisées. Hein. Donc voilà pour Monster. Je vais noter rapidement le timer. On est à 7 minutes. 7 minutes et on passe à on passe à JP Morgan. JP, allez, c'est parti pour Jérémy avec JP Morgan. JP Morgan, grosse banque d'investissement. Côté aux États-Unis, hop, on va aller regarder un petit peu ce qui se fait du côté de la société. Banque d'investissement et de marché à hauteur de 40% du chiffre d'affaires. Conseil en fusion-acquisition, restructuration, augmentation de capital, etc. Bon, ce que fait une banque d'investissement globalement. Ensuite, on a banque de détail aussi à hauteur de 40%, donc c'est du 50-50. C'est normal hein, finalement pour une banque. Ils font de la gestion d'actifs, c'est pas leur plus gros poste, 13%, et ils font de la banque commerciale à hauteur de 7%. Bon, jusque-là, rien de fou. On a évidemment Vanguard, BlackRock, etc., qui sont positionnés en tant qu'actionnaires majoritaires, hein, globalement. Donc, effectivement, c'est une banque qui pèse. C'est une banque qui pèse, JP Morgan. C'est même un des leaders. Donc, voilà. Jusque-là, vous voyez, parmi les principaux groupes bancaires américains, et même mondiaux, hein, globalement. Donc déjà, on sait qu'ils ont une forte position sur le marché. Ça déjà, vous savez, c'est un de mes critères. JP Morgan. Alors, le ticker c'est JPM. On va aller se copier ça sur GuriFocus. Alors. Vous voyez que là, on est en tendance haussière. On surperforme Bank of America. Alors je crois que par rapport à Bank of America, on n'a pas exactement les mêmes répartitions en termes de chiffre d'affaires. On n'est pas exactement sur les mêmes, les mêmes ratios. Hein. Donc ça peut aussi expliquer que JP Morgan faut peut-être sur des produits qui sont plus rentables et des produits qui ont une croissance anticipée un peu plus importante. Et donc performent mieux que Bank of America. C'est important ça aussi quand vous faites vos investissements de comparer finalement ce que font les business. On n'a pas beaucoup d'infos, ce qui peut être étonnant. On a une rentabilité qui est bonne, globalement, correcte du moins. Alors, la santé financière sur une bancaire, vous allez vous arracher la tête. Donc personnellement, je ne regarde plus forcément la santé financière sur les bancaires. C'est généralement des entreprises qui ont beaucoup d'equity, mais finalement c'est des bancaires, donc elles se financent elles-mêmes globalement. Donc là, on a quand même plus de cash que de dette, donc je vais garder ça en tête. On a une croissance du revenu qui est assez régulière. On a un dividende avec un payout de 0,23, c'est top. On a une bonne rentabilité on a une rentabilité des capitaux investis qui est correct pour une bancaire, correct pour le secteur d'activité si vous voulez. Attention par contre au coût du capital investi qui augmente, mais c'est tout à fait normal. Les banques sont dépendantes finalement des taux d'intérêt des banques centrales, des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Donc c'est normal, vous voyez que depuis 2020, ça augmente. Je pense que c'est une entreprise qui a potentiellement une grosse partie en capex. On n'a pas l'info. Donc voilà, ça reste une bancaire. Personnellement, les bancaires. Alors, c'est différent de BNP parce qu'on a une belle tendance haussière. D'ailleurs, on va se les comparer. Je vais vous montrer un petit peu. On va garder Bank of America. On va enlever Fargo. Et par contre, on va aller voir BNP. Alors, BNP, elle est là. BNP, c'est le classique de la bancaire cyclique. On a des points hauts qui sont toujours à peu près les mêmes. Hein, vous voyez là, par rapport à Amazon, on a des points hauts qui se situent en termes de performance
sur des niveaux toujours les mêmes. Et on a des points bas. Voilà. Bon, même si là on est en belle tendance haussière depuis 2020, on va monter, on va se mettre sur 20 ans. Et vous allez voir que Bank of America et BNP, c'est des entreprises qui ont plutôt tendance à stagner en termes de performance, alors que JP Morgan, elle est sur une belle tendance haussière. Et comme je vous l'ai déjà dit, BNP, d'ailleurs je vais rajouter BNP comme ça. Comme ça, ceux qui recherchent BNP le trouveront dans la collection. BNP, voilà, c'est ce que je cherche globalement à vous expliquer depuis un petit moment. BNP, on a des zones de vente, on a des zones d'achat, et c'est plutôt une entreprise qui a tendance à stagner, hein, finalement. Donc BNP, je l'achète, mais je l'achète sur des points bas. BNP, je l'achète sur des points bas, comme je l'ai fait en 2022, avant de revendre plus haut. Bon, on était sur du milieu de range. Je trouvais quand même qu'en termes de valo, ça commençait à être intéressant. Après, je sais que BNP, je vais vendre sur ces zones-là, même si, effectivement, avec la croissance, etc., elle pourrait, à un moment donné, commencer à casser ces niveaux. Mais pour l'instant, en termes de valo, je vois pas BNP aller plus haut que 90 euros. Ça me paraît totalement fou. Ça me paraîtrait totalement fou. Donc pour l'instant, je fonctionne comme ça sur BNP. Après, JP Morgan, ça va être différent. JP Morgan, on n'aura pas la même stratégie parce que c'est une bancaire qui est haussière. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. 2000-2008, vous voyez qu'on a bien galéré. Donc on a mis du temps à se remettre des crashs. Hein. On a mis 15 ans. 15 ans à se remettre des différents crashs. Et là, on est sur une belle tendance haussière. Donc ça va être différent de BNP. Voilà. Donc, voilà hein, pour globalement les petites explications. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On est à 14 minutes. 14 minutes. 14 minutes, 14 minutes. Et on a Pierre. Pierre qui nous dégote encore des petites choses. Alors, on est encore sur les entreprises du Nord. Donc CHEMM. Chez Tech, ok. Donc CHEMM. Qu'est-ce qu'on a là? C'est toujours la surprise. À chaque fois, Pierre, que tu nous dégotes des entreprises, je suis dans la surprise. Je m'attends toujours à un truc un petit peu. Service de santé, déjà, je vois. Donc là, tu m'as pas déçu, Pierre. T'es revenu sur la santé. Qu'est-ce qu'on a? Société basée au Danemark qui se consacre au développement d'instruments analytiques utilisés pour l'analyse de cellules dans des liquides. Ok, donc potentiellement très spécifique. On est potentiellement sur une niche, évidemment du secteur de la santé, mais sur une niche assez importante. Donc l'analyse de cellules dans les liquides. Ok. Les activités de la société se répartissent en 3 domaines. Instruments. Ok, donc ils ont une gamme d'instruments pour l'analyse, d'accord. Donc, cellules de mammifères, animaux, levures, spermatozoïdes, ainsi que des cellules. Ok. Donc, ça a l'air très spécifique. Ils font aussi des consommables, donc des cassettes jetables, des solutions, des réactifs. Ok, très certainement pour tester les liquides, d'après ce que je comprends. Responsable du développement de partenariats dans le cadre d'un certain nombre de projets de recherche. Ok. Ça a l'air vraiment très spécifique. Mais potentiellement des solutions dont ont besoin des chercheurs ou des médecins pour faire avancer leurs projets. Donc faudrait là lire les résultats. Donc on va pas le faire là, mais il faudrait évidemment lire les résultats pour voir dans quel secteur exactement ils ont leur plus-value. Est-ce que c'est pour la recherche du cancer, contre le cancer par exemple? Est-ce que c'est pour la recherche sur d'autres maladies? Est-ce que ça se concentre uniquement sur les animaux, les mammifères, etc. etc. Donc voilà, mais c'est une niche là pour le coup. Est-ce que ils ont un avantage concurrentiel? Est-ce qu'il n'y a que eux qui font ça? On n'a pas beaucoup là d'infos plus précises. Donc voilà. On pourrait aller par exemple chercher sur Google. Donc là je suis directement allé sur le site de l'entreprise pour voir un petit peu ce qu'ils font.
Alors, donc, pour les produits, c'est ce qu'on a déjà vu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et on va aller voir ce qui se fait à propos de l'entreprise. Abonnez-vous, nous contacter, demander une démonstration, demander un devis. Compteur automatisé de cellules. Ok. Je cherche un peu des infos. Et l'un des principaux fabricants au monde. Donc ça, c'est plutôt positif. Nous sommes spécialisés dans le développement haute précision. Donc des milliers de clients, ça déjà c'est important. C'est pas une entreprise qui dépend d'un seul client. Secteur de la biotechnologie, pharmaceutique et universitaire. Ok, donc il y a plusieurs. Effectivement, c'est varié là pour le coup en termes de clients, ce qui est plutôt intéressant parce que ça dépend pas d'une chose finalement. Conçu, fabriqué et testé au Danemark. Conseil d'administration, carrière, notre technologie. Ok, donc là vous avez les produits. Donc ça, par exemple, ça a plutôt l'air d'être des petits produits qu'on va utiliser en pharmacie. Et puis il y a l'air d'y avoir des choses plus complètes, peut-être plus professionnelles. Utilisées dans la détermination. Ok. J'aimerais bien savoir, moi, justement, à quels usages. Clientèle internationale opérant dans les domaines de l'immunothérapie cellulaire, de la recherche sur le cancer, et des cellules souches. Bon, ça me paraît intéressant. Personnellement, là, de ce qu'on a pu voir, ça me paraît intéressant. Hop, je vais recoller. Maintenant, on va aller voir un petit peu en termes de fonda. On peut déjà commencer à regarder. Un petit peu sur zone bourse. Donc il y a potentiellement une anticipation de baisse du chiffre d'affaires. Peut-être que la guidance sur les derniers résultats a anticipé un ralentissement, mais ça a l'air de repartir après. Donc peut-être un ralentissement temporaire. Et puis globalement, bon, ça doit être récent en bourse. Faudra qu'on aille voir. Du coup, je vais pas avoir de données sur le leverage, c'est ça qui m'intéressait là, sur l'endettement, mais on va aller voir ça sur Guru Focus. J'espère qu'on l'a. Ok, on l'a, super, ça c'est génial. Ça c'est génial. Alors, ben, eh, c'est fou, mais comme tout le secteur de la santé globalement, on prend une valise. On prend une valise après le Covid. Après là, vous voyez qu'on repart sur des points bas. On a un point bas qui se situe allez, à 280. Et ensuite, on a des points de plus en plus haut. Donc on va aller voir ça après. Mais potentiellement un début de reprise de tendance haussière. On ne peut pas se baser uniquement sur ça. Mais voilà. Donc très bonne rentabilité. Pas de souci avec ça. Ah non, là on a plus de données sur Guru Focus. Ok. Donc très belle croissance du revenu. Ça c'est cool. Pierre, faudrait que je regarde. Est-ce que tu es déjà positionné en couronne? Non, tu ne nous mets pas l'info. Je me demande si tu es déjà positionné, Pierre. Très belle rentabilité des capitaux investis. Alors, pour le dividende, ça a l'air un petit peu plus saccadé. En 2020, on a utilisé beaucoup de cash flow pour le dividende, mais bon, je pense qu'effectivement, il y avait le Covid. Donc, est-ce qu'elle a été impactée par le Covid? Waouh, 0,73 de payout. Bon, là, pour moi, il y a un point négatif. 73% de payout, c'est énorme. Après, c'est pas une entreprise qui a l'air d'avoir des difficultés à se financer. On a énormément de cash, très peu de dettes. Très belle société, très belle société. Alors, on a formé, donc ça c'est plutôt positif. Quand on forme sur un point bas comme ça, un order block acheteur, généralement c'est plutôt positif. Alors, sauf vraiment mauvaise nouvelle, c'est quand même une zone qui est intéressante. Vous voyez, on est d'ailleurs venu la retester une seule fois et on n'est pas revenu la tester jusqu'en bas. Donc ce qui montre que la force des acheteurs là sur cette zone là, elle est importante. Ensuite, je vais me remettre sur mes droites de tendance. Là, potentiellement, on a un petit quelque chose. Voilà. Donc je suis en weekly, toujours, vous savez, j'aime bien analyser les actions en weekly. Donc là, on commence à former une petite tendance sympa. Petite tendance sympa qu'il faudra évidemment tenir. Et puis ensuite, là, le niveau clé, vous voyez qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Il va falloir aller casser la moyenne mobile de 100 périodes. Par contre, ce qui est positif, vous voyez là, sur toute la tendance baissière, sur le RSI, on est venu euh,
se poser, hein, globalement, sauf sur les rebonds. Sur les rebonds, on est repassé au-dessus de la médiane du RSI qui se situe à 50, mais globalement, on était, vous voyez, tendance haussière, on est très largement au-dessus des 50 tout le temps. Et à partir du moment où on a cassé, on est rentré en tendance baissière, on est venu évidemment retester cette zone, mais globalement, on est resté bien en dessous sur les niveaux de RSI. Et puis là, vous voyez qu'on commence à passer un petit peu plus de temps, c'est moins espacé, au-dessus de la médiane du RSI. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile, etc., etc. Et vous voyez que la moyenne mobile, elle fait des points hauts. Hop, cette moyenne mobile-là, elle fait des points hauts, toujours plus hauts. Donc ça commence à potentiellement signifier que les acheteurs, ils reviennent un petit peu, en force, hein, globalement. Après, il y a des niveaux à casser, je suppose. Voilà, il y aurait potentiellement après des résistances à casser. Voilà, mais il y a du mieux, il y a du mieux techniquement. Donc voilà pour celle-là. On en est à combien? Donc certainement on doit être à 20 minutes à peu près là. Un peu plus, faudra que je regarde. Et ensuite Pierre, tu nous avais demandé Cadence Design System, CDNS. CDNS. Qu'est-ce qu'on a là? CDNS. Cadence Design Systems. En tout cas, pour Chemomtech, le secteur, enfin, je trouve que le business model et le secteur sont intéressants. Donc là, on est aussi sur une société qui a plutôt une tendance haussière, donc pas forcément dans le médical parce qu'on n'a pas de tendance baissière depuis 2021. Cadence System Design est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels, circuits intégrés, systèmes électroniques. Ok. Donc, à hauteur de 94% du chiffre d'affaires, on est sur des logiciels de conception, des systèmes de vérification, de simulation, de contrôle des performances. Donc, on est encore sur une société qui a une réelle utilité, je pense, pour plein d'autres entreprises notamment. Et bon, il faut ensuite de la formation, ils vendent des services qui accompagnent finalement leurs produits. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand-chose, on va aller regarder sur leur site. Alors, on se retrouve ici. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont une version française? J'ai pas l'impression, j'aurais dû traduire avec Google. J'ai pas l'impression qu'ils aient... Non, bon. Par contre, là, oui, on a beaucoup d'Asie. Donc peut-être potentiellement, Pierre, une société que tu as connue là-bas, tu me diras. Je vois que dans les langages, bon, moi je vais pas mettre en japonais, hein, je vais rester en anglais. Et potentiellement une entreprise qui fonctionne avec le sport automobile. Accélérer l'innovation, les partenaires, c'est pas ce qui va nous intéresser. Les solutions, on ira regarder ça. La compagnie, on va aller regarder. Puis on va aller regarder aussi les produits. Alors, comprendre les solutions et les méthodologies. Donc on est potentiel, ils font de la 3D. ARM, donc potentiellement on est aussi sur... Bah, voilà, il y a de l'intelligence artificielle, mais je regardais là. Donc potentiellement on va être sur un secteur qui va être lié aussi aux semi-conducteurs. Ils font des trucs aussi dans l'aérospatiale et la défense, l'automobile. Alors ça c'est... Ok, bon, comprendre les flux. Ok. Donc c'est cool parce qu'ils font aussi des produits qui essayent de minimiser l'impact environnemental. Donc en termes de momentum, c'est plutôt une donnée qui est sympa. Ok, on va chercher à les comprendre. Donc leur histoire. Ok, d'accord. Bon, globalement, on est sur des systèmes électroniques, mais surtout sur les softwares apparemment.
Alors, je prends un peu de temps, hein, vous pouvez mettre en accéléré, hein, pour ceux que ça n'intéresse pas. Voilà. Donc, semi-conducteur, we offer solutions for. Ok. Là, on a des petites choses intéressantes. Donc, en gros, ils offrent des solutions pour les entreprises qui vont être dans les semi-conducteurs. Euh, tout ce qui va être lié au système des entreprises, donc, potentiellement un système numérique. Euh, End-to-end solution, ok. Ok. Donc, globalement, une entreprise qui va avoir une utilité. Voilà, on est sur du business to business, hein. Euh, Leurs produits. Oh, c'est dommage, c'est pas trop. Comment dire. Oh, cette partie-là, elle est moins lisible que les autres, c'est dommage. Bon, euh, je pense qu'on a compris l'essentiel. En termes de fondamentaux, ça a l'air très très bon. Visibilité très très bon. Et par contre, la valo, qui peut-être est un peu élevée, mais pour ce genre d'entreprise, évidemment, ça paraît plutôt logique. Ah, quoique correction en cours, on a formé un double top, un M, et puis là, on arrive sur des zones de valorisation, en tout cas pour Client Focus, qui ont l'air plutôt sympa. Bon, il la compare à Shopify, alors, merci, mais non merci, quoi. Donc, c'est pas le bon concurrent. Très bonne rentabilité, santé financière bonne. On a quand même un peu de dette, hein, vous voyez, mais on a toujours plus de cash. Une bonne rentabilité des capitaux investis. On est sur une société de croissance, il n'y a pas de dividendes. J'avais regardé les capex, ça m'intrigue. Oh, pas beaucoup de capex, hein, par rapport au free cash flow, donc ça c'est cool. Des données qui sont plutôt intéressantes. Un PEG de 2,36, inférieur à l'historique. Donc ça c'est plutôt une bonne donnée. Inférieur à la moyenne historique, pardon. Ça, c'est plutôt une bonne donnée. On a un severe warning qui concerne les assets, je suppose. Évidemment, sur ce genre de société, ça paraît plutôt normal, hein. On investit fortement. Et puis, on aura la rentabilité potentiellement dans quelques années. D'ailleurs, euh, le WACC est pas si important que ça. Mais vous voyez qu'on augmente, hein, finalement. Bon, il y a aussi les taux d'intérêt, l'argent qui coûte plus cher, hein, forcément. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant fondamentalement. On a un free cash flow qui augmente très fortement d'année en année. Donc ça, c'est génial. Bon, donc très belle société fondamentalement. Je vais pas avoir grand chose à dire de plus. Il faut creuser. Pierre, tu auras peut-être des éclairages à nous donner. Alors ensuite, SBD. SBD. On en est à plus 5. Bon, je referai le timer après. Donc, SBD, je vais aller voir si je trouve ça. Non. Alors, je vais revenir. Non, je vais revenir là. Pardon. Non, mais je veux pas mettre de. Ok, ouais, super. Voilà. Va-t'en maintenant. Non. Euh, Peut-être juste Millicom, oui. Je pense que Zone Bourse le trouvera facilement. Euh, On va aller sur celle-là, parce que tu nous as dit SBD, donc. Société. Alors, potentiellement tendance baissière là, j'ai vu rapidement. Potentiellement une biotech. Non. Société, télécommunications numériques et médias. Donc, ok, on est sur télévision, câble, satellite, services financiers, mobiles, ok. Contenus locaux, musique, ok. Bon, ok. Une société de services, du coup. Tu nous diras, Jérémy, pourquoi. C'est Jérémy, je crois, ouais. Tu... Pour Adrien, pardon. Tu nous diras, Adrien, pourquoi elle t'intéresse, celle-là. Et puis, on va aller voir.
Elle est là. Alors. Et ben ouais, c'est ça que je veux. Donc on est déjà sur une société qui est un peu moins bien notée. Qui sous-performe potentiellement son marché. Qui a une rentabilité moyenne. Alors attention, sur la rentabilité des capitaux investis, on n'est pas terrible. On a une mauvaise santé financière. On a un PEG à 8. Un PEG à 8. On a une grosse dette, peu de cash. Euh, un revenu qui stagne. Et vous voyez, hein, en termes de rentabilité des capitaux investis, on est à moins 10%. Donc c'est dur pour cette entreprise-là. Alors est-ce que c'est des investissements qui dans le futur peuvent rapporter énormément? Peut-être que tu as plus d'infos que nous, Adrien. Le CAPEX représente 97% du free cash flow. Ça c'est carton rouge. Même si le secteur fait que... euh, ou alors ils investissent énormément dans une couverture satellite, je sais pas. Mais perso, ça me plaît pas trop. On est en tendance baissière. Là, ça a l'air de repartir un peu à la hausse. Avec des points bas de plus en plus hauts. Et des points hauts de plus en plus hauts aussi. Bon, techniquement, on va aller sur celle-là. Hein, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Donc, là, on a une tendance baissière qui est extrêmement bien ancrée. Extrêmement bien ancrée. Et si je vais chercher par là? Bon, vous voyez, hein, globalement, on n'a pas du tout cassé la tendance baissière. Donc, même si elle a... pardon, hop, je vais me remettre là. Même si... ah si, on a potentiellement cassé. Bon, là, des trendlines, il y en a plein de différents. Donc, on va pas s'amuser forcément à ça. Donc effectivement, on a potentiellement cassé un début de triangle, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, donc ça c'est intéressant. Elle a formé un order block acheteur juste ici, donc ça c'est plutôt positif. Alors moi ce que j'aimerais bien comprendre là, c'est surtout pourquoi est-ce qu'elle repart à la hausse. Est-ce qu'on est sur un truc qui est fondé ou est-ce que c'est un, un barreau d'honneur avant d'aller chercher plus bas? Euh, on va regarder dans ce cas-là, je vais me reculer encore plus, je vais regarder en mensuel. Et là, en mensuel, on voit quand même qu'on revient sur des niveaux en termes de RSI qui sont élevés. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. On aurait potentiellement une divergence. Après, moi, j'aime pas le dossier. Hein. Concrètement, c'est vrai que là, techniquement, il y a peut-être des signes qui montrent, mais moi, j'aime pas le dossier. Donc voilà, Adrien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Betson. J'ai déjà dû le faire, mais il y a longtemps. Je l'ai déjà fait, Betson, on me l'avait déjà conseillé. Mais ça devait faire un moment. Alors, Betson. Donc, croissance dans le domaine des jeux en ligne. On est un peu sur un truc qui ressemble à Evolution AB. Pour ceux qui connaissent Evolution AB, on en a déjà pas mal parlé. En gros, elle a des filiales qui détiennent des licences de jeux. Hein, propose des jeux pour les casinos, paris sportifs, etc., etc., etc. Généralement, on est sur des sociétés qui sont assez rentables. Hein. Donc, on va aller directement voir ça sur Guru Focus. Ah, alors, qu'est-ce que tu me fais? Une entreprise du Nord, encore une fois. En termes de GF value, on serait bien noté. Et j'ai quand même envie, même si c'est pas le business model, par curiosité,
la comparer à Evolution AB. Juste par curiosité. Bon, ok. Par contre, si on regarde sur les 3 dernières années, Betson surperforme Evolution AB. Et si on regarde sur 5 ans, ok. Donc globalement, très très bonne rentabilité aussi. Je pense qu'ils ont quasi pas de dette. Ah, ils ont de la dette. Ah, parce qu'ils rachètent les licences. Ok. J'y suis. Croissance externe pour le coup. Mais plutôt saine parce qu'ils rachètent quand même des choses qui ont une marge cohérente par rapport à ce qu'ils font. Très bonne rentabilité des capitaux investis, hein, du coup. Ils ont une dette, mais vous voyez que la rentabilité est plus importante que le coût de cette dette. Donc finalement, on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Un free cash flow qui augmente. Non, mais Betson, c'est une très belle société, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Maintenant, techniquement, elle a l'air dans une meilleure posture que que Evolution AB, ouais. Meilleure posture, hein, très largement. Bah, vous voyez, je l'avais déjà analysé. On va se remettre ici. Bon, vous voyez, je l'avais déjà analysé récemment. Ça, c'est quoi? Ah, mars 2020, on a bien réagi. Enfin, on a pas trop mal réagi. Alors, il me détecte pas d'order block. Ici, on en a. Ok. Techniquement, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Rien à dire. On a eu des difficultés en 2015. Mais certainement une restructuration qui a fonctionné parce qu'on fait un nouveau plus haut. Pas grand chose à dire de plus. Si la valo, peut-être, la valorisation. PEC de 0,59, ce qui semble assez bas. Mais en revanche, bon, on est sur des zones de valo qui sont raisonnables. Il doit y avoir quelque chose. C'est peut-être vis-à-vis du price earning ratio, non. Oh. Non. Earnings power value, correct. Non, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a quoi? On a Bouygues. La petite Bouygues. Bon, Bouygues, tout le monde connaît, je pense. Bouygues, ils font aussi du bâtiment. Ils font un peu de tout, Bouygues, hein. Ils sont multitask. Ok, 4 sévères warning. Pourquoi? Pourquoi donc? Dette long terme. Ok. Démarche qui décline, un score d'Altman. Ok. Bon. Euh, Oula, on est très à l'horizontale, hein, sur Bouygues. Alors, eux, ils vont la comparer par rapport à ce qui se passe dans le bâtiment, puisqu'ils nous mettent Eiffage comme concurrent. Rentabilité moyenne, santé financière moyenne. On a comme une petite croissance des revenus là. Rentabilité des capitaux investis moyenne. On a un dividende 71% de payout. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et du coup, un cash flow là qui a bien augmenté sur la dernière période. Mais possiblement parce qu'ils sont endettés peut-être. Euh, Par contre là, ils ont dû, je pense, s'endetter pour, euh, pour le dividende. Parce que oui, le free cash flow il est à 288 millions. Et on perd 680 millions de cash flow pour le dividende. Donc à mon avis, ils sont peut-être endettés pour le dividende. Ça, c'est pas top. C'est pas un petit peu top. Après, c'est une entreprise qui est mature, hein, et donc il faut bien attirer des actionnaires. Donc Bouygues, moyen moyen. Bouygues, c'est pas, bon, perso, ça répond pas à mes critères d'investissement. Je suis chiant avec ça, je sais. Euh, Techniquement, j'avais déjà regardé aussi. Techniquement, on est là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire techniquement. Il l'a préféré là, non. Bon, techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. On horizontalise. On est sur une tendance qui est globalement neutre, finalement, parce qu'on a. Ah, on a break, ça, c'est sympa. Ok.
On est sur une tendance qui est globalement neutre parce qu'on fait des points bas de plus en plus haut, mais aussi des points hauts de plus en plus bas. Donc on est sur une tendance un petit peu neutre. Voilà. Pas grand chose à dire de plus pour Bouygues. Ensuite. Ok. Avec 2T, Bouygues. Mathieu, ah oui, Mathieu avec 2T, pardon. Et ensuite, bah du coup, on a Berkshire, qu'on a déjà analysé aussi, les copains. Nicolas, Berkshire, bah allez, vous savez quoi? Accueil. Review. Et normalement, si je tape Ber... Non. Bah, je l'ai pas mise, parce que je sais que je l'ai faite. Je l'ai faite, j'en suis sûr. J'allais même faire un beau petit visuel. Genica. Bouygues. Review. Je vais la retrouver. Patientez donc avec moi. Berkshire. BER. Bah pourquoi il la trouve pas alors? Faut que je la mette peut-être dans les tags. C'est peut-être ça mon erreur. Alors attends. C'est bien, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne notre outil. J'ai déjà... Et puis je vais copier ça. Juste par curiosité, parce que ça se trouve je me plante complètement. Ah bah voilà. Ok. On l'a. Donc je vais écrire le truc en entier. Alors, Berkshire, qu'est-ce qu'on avait dit sur Berkshire? Hathaway. Bon, c'est un ETF, hein, globalement. Techniquement, il y a une belle tendance haussière. Ils font un peu de tout, par contre, Berkshire. Ils font aussi de l'assurance. Ce qui peut d'ailleurs expliquer... allez, petit point Warren Buffett. Vous savez que Warren Buffett a vendu une grosse partie du portefeuille de Berkshire Hathaway. Ils ont fait du cash et ils ont notamment vendu ils ont vendu du Apple. Donc Apple, ça reste leur plus grosse position à l'heure actuelle à hauteur de 28%. Mais ils ont vendu du Apple, ça fait paniquer les marchés. Pourquoi ils ont vendu du Apple? Parce qu'en termes de croissance, pour l'instant, c'est pas incroyable. Donc soit ils veulent acheter d'autres actions qui ont peut-être plus de potentiel, mais ils gardent quand même Apple parce que c'est une très belle action et ça reste leur première position. Mais il y a aussi le fait que Berkshire, c'est une société qui a besoin de cash, notamment pour leur, leur secteur assurance. Ils ont besoin de cash. Si jamais il y a une catastrophe naturelle, etc., ils ont besoin de cash. Une société qui fait de l'assurance a toujours besoin de cash. Et vous voyez que ça représente quand même une belle partie de leurs revenus, 40% de leurs revenus. Donc, voilà, vous voyez qu'ils ont quand même énormément, euh, finalement de business, et donc ils ont potentiellement peut-être besoin de cash pour un de ces business. Hein, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Alors, elle a une belle performance, ok. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, bon, j'avais pas dit grand-chose. Mais si on regarde les fondamentaux, je pense que vous allez être déçus. Bon, la A ou la B, hein, si vous voulez prendre la A, elle est à 647 000 dollars. Voilà. Très belle croissance. Voilà. Si on regarde un petit peu les fondamentaux, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais c'est ces actifs finalement qui font que sa valeur augmente. Donc c'est un peu compliqué d'analyser Berkshire Hathaway. Bon, ils sont endettés, mais comme je vous ai dit, diversification de leur 2022, ils n'ont pas été rentables. Voilà. Moi perso, j'investis pas forcément sur Berkshire Hathaway, mais ça reste une très belle société. Euh, J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pas le genre de société qui me plaît perso. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai. Et puis on se retrouve en fin de semaine pour
que je vous demande un petit peu. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir, si vous avez des questions à poser, s'il y a des actions que vous voulez qu'on analyse, etc., etc. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, et si vous êtes en vacances, eh ben profitez bien.